Eh bien, salut à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne, The Daily Driver. C'est une chaîne où nous allons présenter vos véhicules daily, mais aussi s'intéresser directement aux conducteurs pour avoir directement son ressenti après des semaines, mois, années à bord du véhicule. On va vraiment faire le tour intégral de celui-ci afin de détailler le moindre détail au niveau options, pack sport, motorisation, habitabilité. Vous avez compris, on va vraiment faire un tour global afin d'avoir l'avis le plus objectif concernant celui-ci. Alors, petite voix off avant la présentation de mon véhicule. Et non, ce n'est pas un placement de produit dès la première vidéo, mais c'est plutôt pour vous expliquer ma motivation pour avoir créé cette chaîne, tout simplement parce que j'ai un petit peu bégayé lors de la présentation vidéo. Je préfère revenir en voix off 2-3 minutes pour vous expliquer cela avec les idées claires. Alors, prenons directement les bases. Je suis un amateur passionné, grand consommateur de contenu YouTube auto. Donc, à travers ces vidéos, je ne vais pas vous parler technique, spécifique, moteur, etc. Donc, ça va vraiment être une vidéo présentée par un amateur avec des amateurs. Pourquoi un daily? Tout simplement parce que je pense que 80% des personnes qui vont regarder cette vidéo ont accès qu'à un véhicule. Donc, forcément, il doit correspondre à énormément de critères, correspondre aux besoins de la personne en fonction des moyens financiers, en fonction des envies, en fonction de la situation familiale et bien d'autres critères. Alors ça va pas être spécialement un guide d'achat qui va vous obliger à acheter le véhicule, mais plutôt une présentation la plus détaillée de celui-ci avec un avis du conducteur qui aura de l'expérience afin de vous faire une idée si ce délit pourrait vous correspondre au quotidien ou pas. Alors on peut retrouver vraiment n'importe quel délit, que ce soit celui de ta mère, ton père, ta soeur, ta grand-mère, tant qu'il y a une petite histoire à raconter dessus, c'est le principal. J'aimerais aussi surtout que la vidéo vive à travers les commentaires afin d'apporter des choses qui n'ont pas été dites. Si on s'est trompé, comme je le rappelle, on est amateur. Petit exemple de commentaire qui pourrait se retrouver en dessous de la vidéo, c'est si lors de la présentation du véhicule, la personne n'a pas d'enfant, donc n'a pas d'expérience avec les sièges enfants ou autre. Si une personne en a, ben, il peut venir apporter son avis en commentaire pour dire effectivement ce véhicule est bien pour ce qu'on a dit, mais par exemple pour les sièges enfants c'est un peu galère, ou justement c'est parfait, etc. Voilà dans quoi j'aimerais bien me diriger. Ou ça peut être un commentaire concernant la fiabilité, concernant l'entretien et concernant bien d'autres critères qu'on pourrait ajouter pour compléter vraiment la présentation globale du véhicule. Alors, si vous kiffez la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et lâcher un petit like pour donner de la force. Merci, bon visionnage. Allez, c'est parti pour la présentation du véhicule. On est sur le modèle Opel Corsa E. Attention à ne pas confondre avec l'Opel Corsa I, qui après 2019 a été produite en électrique. Celle-ci est 100% thermique. On reviendra un petit peu sur la motorisation par la suite. Maintenant, je vais vous faire un tour et s'attarder un peu plus sur les détails. On va reculer un petit peu ici et on va directement voir que le véhicule est équipé du pack OPC Line, qui n'est ni plus ni moins que le pack un peu sport chez Opel, à ne pas confondre avec l'Opel OPC qui est un autre modèle plus puissant dans la gamme. On y reviendra un peu par la suite. Donc là c'est vraiment le pack esthétique qui a été rajouté. On peut aussi observer que c'est un véhicule qui est en 3 portes. Alors qu'est-ce que intègre le pack OPC au niveau du pare-choc avant? On peut se rapprocher directement vers celui-ci. On va avoir deux lamelles qui vont être ajoutées de part et d'autre du pare-choc, qui vient ajouter un peu d'agressivité, de sportivité. Donc c'est assez sympa. Le capot, c'est celui qu'on va retrouver, ce qu'on appelle classique. Calandre aussi. Les phares, pareil. Alors il va y avoir deux options au niveau des phares. On va avoir soit des phares classiques halogènes, je pense que c'est comme ça que ça se dit, présentes sur mon véhicule, ou les phares LED directement de jour qu'on peut voir ici. On va s'attarder aux jantes. Alors les jantes ici, on va les avoir en 215-45 R17. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut pour lui donner ce petit look sport. On va avoir des jantes ici en biton. Donc on va voir directement cette partie-là en aluminium et la partie ici en noir brillant. Pour moi, ces jantes sont vraiment très belles et vraiment bien intégrées. Et on va observer directement la ligne du côté. Il va y avoir une petite jupe latérale qui va être ajoutée, un peu plus prononcée. Donc spécifique directement au pack OPC Line, hein, je le rappelle bien. On va un peu plus loin et là on peut observer directement ce biquet, ce qu'on appelle les biquets. Vient finir la ligne de la voiture à l'arrière, qui pour moi est presque indispensable, car sur le véhicule qui n'en est pas équipé, c'est mon humble avis,
L'arrière pour moi est un peu moins fini et un peu moins sportif. Forcément c'est plus de l'esthétisme que de l'utilité. On va passer à l'arrière du véhicule. On va retrouver le logo de la marque, on appelle Corsa, mais surtout turbo. On va avoir les phares qui ressortent un peu au niveau de l'aile. Donc quand on regarde un peu derrière, on voit que l'aile ressort un peu. C'est pas spécialement l'aile qui va venir bien se bomber, c'est juste l'arrière au niveau du carreau qui va vraiment se rétrécir sur l'arrière, qui fait un peu croire à des ailes fort élargies. La canule d'échappement, ici qu'on va voir chromé, je sais pas vous, mais pour moi c'est un peu ressemblant à une canule un peu Audi RS3, pas dire RS6, mais un peu ovalisée comme ça. Il en manque plus que deux de chaque côté et on y est presque. La trappe essence qui vient de ce côté là, là on l'a un peu plus exposé au soleil, on peut voir un peu plus les formes, les courbes. Donc, je vais pas parler ici, on voit vraiment une ligne qui part de l'arrière de la porte, qui vient vraiment dessiner l'arrière, qui vient un peu bomber les ailes sur l'arrière. Qui dit modèle 3 portes, dit porte assez longue, conséquente et lourde. Mais bon voilà, ça fait partie du modèle 3 portes. Une teinte un peu plus foncée au niveau de la vitre arrière, donc on ne sait pas l'ouvrir, elle est vraiment fixe. Ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du véhicule. Alors on va directement passer à l'intérieur du véhicule pour voir ce que comprend le pack OPC Line au niveau de l'intérieur. Dès qu'on ouvre la porte, on tombe directement sur ce volant en méplat, qui pour moi est assez sympa. On dirait un peu un volant type de chez Audi. Je ne sais pas ce que vous en pensez dès qu'on rentre. Ben, on a directement ce beau volant méplat. On va avoir ce pédalier en aluminium qui est compris dans ce pack. Le pommeau de vitesse qui est un peu différent, mieux designé, en cuir avec une finition brillante ici, piano black, c'est sympa. Je pense à confirmer que le contour ici en piano black aussi fait un peu partie de ce pack là, quoique je pense qu'on peut peut-être le configurer dans une version classique. Maintenant les sièges avec un design, voilà, si on aime, on n'aime pas. Perso je suis pas hyper fan, maintenant je me suis un peu habitué. Ce volant méplat, qu'est-ce qu'il comprend? La navigation pour l'écran, volume plus, moins, pour changer ici de paramètres Bluetooth, DAB+, oui c'est équipé de DAB+, c'est limitateur et cruise control, donc un cruise control simple, non adaptatif. Je ne pense pas qu'il soit présent sur le modèle d'Opel Corsa. Parlons de cet écran qui pour moi est très bien intégré à la voiture. Il est bien intégré plus dans le sens où il ne va pas vieillir dans le temps, on va pas avoir des bords dégueulasses qu'on pourrait avoir sur certains infodivertissements qui sont posés sur le tableau de bord, où après 2 ans c'est déjà totalement dépassé. Là c'est intégré directement la planche de bord et je pense vraiment qu'avec les années il va pas venir se dénaturer. Ça suffit vraiment pour afficher tout ce qui va être Android Auto, Apple CarPlay. Celle-ci en est équipée. Pour moi c'est vraiment essentiel dans l'achat de mon Daily. Par contre il est parquable, hein. Forcément c'est un véhicule entrée de gamme, on va pas mettre toutes les options directement. J'ai quand même la recharge à induction que je n'utilise pour ainsi dire jamais, parce que mon téléphone est toujours branché par câble, donc il recharge par la même occasion. En termes d'options, on va avoir ici, c'est un mode City, qu'ils appellent ça comme ça. Ça va permettre, voilà, si vous êtes en ville, en activant ce bouton, de venir adoucir la pédale d'accélérateur, donc moins d'à-coups, moins nerveuse, mais aussi de diminuer le retour au niveau du volant. Donc on va avoir une direction bien plus fluide, bien plus molle pour pouvoir faire ces créneaux en toute aisance à une main comme un pilote. Voilà, j'habite pas spécialement en ville, j'utilise rarement cette option, mais c'est assez intéressant pour ceux dont c'est le cas. Mode éco qui est ni plus ni moins que le mode start and stop. Je désactive à chaque allumage du véhicule. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment le cas. Sur vraiment n'importe quel véhicule. On va avoir les bips de recul qui sont présents qu'à l'arrière. Je ne pense pas que sur ce modèle, en général, on puisse les avoir à l'avant, quoique à confirmer. Verrouillage central. Et je n'ai pas l'option siège chauffant. Planche de bord piano black. On a du plastique moussé. Petit baffle ici. On peut retrouver dans les portes et au-dessus de la portière. Tissu à ce niveau-là. Plastique dur là, en dessous. Piano black ici qui va finir la console, les petits rangements à droite à gauche. En place arrière, à mon avis pas très confort, l'assise est assez droite au niveau du dos. Là au niveau des jambes aussi, hein, c'est un véhicule 3 places, donc vraiment pas spécialement pratique pour transporter des gens à l'arrière du véhicule. Bon, ma configuration actuelle de vie fait que le 3 portes me va
très bien. En termes de visibilité, il est pour moi excellent. Modèle 3 portes qui dit une porte énorme et une vitre énorme latérale pour avoir une très bonne visibilité. Le pare-brise qui est assez grand, qui revient bien au-dessus. Pareil, hein, on va avoir une visibilité à l'avant qui est vraiment élevée. Dans le rétroviseur central, on va vraiment avoir aussi une bonne visibilité. Tout le rétroviseur central va prendre toute la vitre arrière. Au-dessus, on va avoir des lampes non LED. C'est mieux, etc. Il n'y a pas la petite option pour mettre les lunettes. On va voir ici un petit miroir. Je sais même pas si j'ai déjà ouvert. Salut. Ouais, au passage, je filme avec un Samsung S23 Plus. Par ici, le petit truc de stationnement, je l'utilise très rarement, n'étant pas en ville. Il n'est pas rétro-éclairé. Pour se faire une petite beauté. Ciel de toit gris, classique. Je ne sais pas si on sait l'avoir en ciel de toit noir, à confirmer. Voilà un peu pour le tour du véhicule. J'expliquerai un petit peu la consommation, les modes, etc. lors de l'essai routier. On peut parler aussi du volume de coffre. Ouais, il y a quand même un peu de matos dedans, hein. C'est mon délit, donc il est utilisé. D'ailleurs, si par la suite vous venez présenter votre véhicule sur la chaîne, ne faites pas spécialement un clean de tout. C'est un véhicule qu'on utilise tous les jours, forcément. Il va avoir, comme on pourrait dire ici en Belgique, du brol, du bordel. C'est normal, il n'y a pas de souci. Coffre 365 litres, qui est suffisant, du moins pour moi. Je n'ai pas spécialement d'utilité à mettre énormément de choses dedans, quoique je suis cycliste. Et un vélo rentre dedans. On rabat les sièges, la banquette, on rafonce le siège à fond, il faut un peu mettre le guidon en Y, mais ça passe. Ici on va voir directement rien du tout, c'est super intéressant. On va passer de l'autre côté. Hop, on arrache tout, on va voir tout ce qui va être gilet jaune et kit de premier secours, le triangle. Donc voilà, au niveau du coffre. Forcément on n'a pas un coffre électrique hein, ici, tout est manuel. Maintenant qu'on a fait le tour esthétique, il est temps de parler de la motorisation qu'équipe cette Opel Corsa E. On n'est ni plus ni moins que sur le 1,4 litre turbo de 100 chevaux et de 200 Nm de couple. Ce moteur est aussi présent dans le modèle GSI, le modèle un peu plus sport de chez Opel, qui intègre 150 chevaux et si je ne me trompe pas 230 ou 250 Nm de couple. Donc c'est-à-dire que ce modèle-là a le même moteur bridé électroniquement. Qui dit moteur bridé électroniquement dit gain assez sympathique en stage 1. D'ailleurs, ce véhicule a directement un stage 1. Je vais directement vous montrer la fiche de bon pour que vous pouvez constater directement la puissance qu'elle présente. Alors, ce stage 1 il a été effectué chez l'entreprise ProTeam, donc une entreprise belge qui fait de la reprogrammation et vous pouvez vraiment faire confiance en eux. Alors on va directement voir ce qu'annoncent les chiffres au premier passage. Donc elle sortait 111 chevaux, 5, donc elle va à la santé pour 202 Nm, annoncé 100 chevaux et 200 Nm, donc c'est plutôt sympa. Et après à reprogrammer, attention, on passe directement à 174 si ça fait le focus. Je vais le mettre ici, 174,9, autant dire 175 et 273,4 Nm de couple. On a un gain par rapport à l'origine qui est quand même de 75 chevaux et 70 Nm de couple en plus. Je peux vous dire que ça apporte vraiment un agrément, une plus-value moins linéaire en termes d'accélération. On sent vraiment qu'une fois que les turbos se déclenchent aux alentours de 3000, 3005, il y a une poussée complémentaire, plus de couple à bas régime. Voilà, donc c'est vraiment pour ça aussi que j'ai choisi ce véhicule, pour ce gain de performance qui n'est pas à négliger.
Et voilà, on se retrouve pour le test routier à bord de l'Opel Corsa E 1,4 litre turbo. On est plutôt bien installé au niveau du siège. Moi, je conduis assez proche du volant. On va un peu tester le véhicule dans une zone un peu plus sinueuse. Donc on va directement regarder un petit peu vers l'avant ce que ça donne. Donc on attaque un petit peu. Le véhicule est chaud, je le précise. La tenue de route qui est pas trop mal. Le châssis est ok mais pas non plus incroyable. C'est forcément pas un véhicule à connotation sportive. Il a plus le look que plutôt la conduite. Mais il se débrouille plutôt pas mal dû à son faible empattement au niveau des roues qui apporte un peu plus de précision de conduite. Voilà, on va laisser un peu kiffer la petite route. Alors en point négatif, je vous parlais un peu du levier de vitesse qui pour moi est assez haut et le changement de rapport est assez long, donc c'est un peu moins agréable, c'est un petit peu moins sportif, mais encore une fois je le rappelle, c'est vraiment un modèle qui est plus basé sur le look que plutôt la sportivité. On est sur une boîte 6 avec les rapports qui sont quand même assez longs. Directement, donc on prend jusqu'à 6500 tours sur le compteur, qui est assez classique sur un modèle essence récent. La direction ni trop dure ni trop souple, pour moi c'est vraiment le bon compromis, donc elle est assez agréable. On sent où sont les roues directement sur la route, c'est pas vraiment comme maintenant les volants qui sont sur certains modèles très assistés électroniquement. Là en termes de confort, j'en parlais, c'est des sièges assez basiques en tissu qui sont légèrement baqués, qui viennent légèrement maintenir. Maintenant voilà, c'est pas un véhicule on va venir attaquer dans les courbes et autres, on va être baladé, donc voilà, c'est pas besoin d'avoir des sièges fort baqués qu'on peut retrouver justement sur le modèle OPC et modèle GSI, où là on va avoir vraiment des sièges ultra baqués, vraiment bien design de chez Recaro, et ça lui donne forcément un look un peu plus sport. Maintenant à voir si le confort empiète avec ces sièges Recaro. Si on va pouvoir pousser un petit peu plus le véhicule, une fois qu'on est vraiment à 3000 tours à ce niveau là, qu'on appuie là le turbo down et les véhicules s'envolent. Là, en termes de reprise, accélération, on est quand même pas trop mal. Je pense qu'avec le stage 1, on est plus proche au niveau des 7 secondes, au niveau du 0 à 100. D'après ce que j'ai vu un petit peu les vidéos, j'ai jamais fait le test directement. Le freinage, pour moi, c'est correct. Je vous avoue que j'ai jamais spécialement testé de véhicule avec un gros freinage haut, donc je sais pas faire de comparatif. Mais le véhicule est assez léger aussi, ça je ne l'ai pas précisé. Le véhicule fait 1 tonne 250, compact. Et avec 175 chevaux, donc forcément les performances sont quand même présentes. Il a 6 ans, 44 000 km. On n'entend pas spécialement de bruit parasite venant de la planche de bord ou autre, etc. Donc franchement, on va dire que la qualité et la finition est quand même présente. Donc un peu plus destiné à la ville, petit trajet et autres, forcément. Maintenant, j'ai dû prendre ce véhicule-là pour faire une distance assez longue. Pour aller au ski, on avait 900 km effectués. On les a effectués franchement dans une facilité, un confort qui est quand même présent. Bon, c'est pas non plus un énorme confort, mais on peut faire ce genre de trajet et le véhicule ne bronche pas. Et on n'avait pas non plus le dos cassé en sortant de celui-ci. Et bien voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. Après la présentation l'essai routier, j'espère que vous avez kiffé cette toute première vidéo et j'espère qu'on va partager pas mal d'autres vidéos avec vous. D'ailleurs pour la prochaine, je pense que vous allez kiffer, c'est un délit assez atypique que je vais présenter. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau véhicule à présenter, une nouvelle histoire avec un nouveau conducteur. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ciao!